Donc, pour rappel, ce webinaire sera enregistré et mis à disposition sur nos différents sites, hein, que ce soit le site Aquavalley, le site du projet CECC ou bien notre chaîne YouTube Aquavalley. Vous pourrez du coup revoir ou partager les éléments discutés aujourd'hui dans vos réseaux sans souci. Du coup, je propose que l'on débute, Raphaël. Oui, oui, Très bien. carrément. Eh bien, alors, j'ai tout sous les yeux, c'est OK. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence et du coup et votre mobilisation à ce webinaire de présentation du projet Cycle de l'eau et changement climatique. Du coup, je suis Alexandre Alix, chargé de l'international à Aquavalley, accompagné de Raphaël Gerbert, qui du coup travaille sur le projet et à nos côtés chez Aquavalley et à l'IRD. J'ai le plaisir du coup d'animer cette session avec lui. Et du coup, un petit rappel pour Aquavalley pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on est un pôle de compétitivité français dédié à la filière de l'eau, actif notamment en région Occitanie et région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre mission, rapidement, ça consiste à fédérer les acteurs publics et privés pour soutenir l'innovation, le développement de projets collaboratifs et la diffusion de solutions durables pour la gestion de l'eau, voilà, de manière globale. Et pour ma part, sur l'international, donc voilà, d'accompagner les entreprises, notamment sur la partie export. Ce webinaire, du coup, aujourd'hui, vous êtes présent. Il a pour objectif de vous présenter concrètement les avancées du projet Cycle de l'eau et changement climatique, le projet CECC, ses applications pratiques et les opportunités qu'il représente pour vous, professionnels de la gestion de l'eau, ainsi que des risques hydroclimatiques en Afrique de l'Ouest notamment. Ça s'inscrit dans la préparation en fait, de la conférence de clôture du projet, qui du coup se déroulera à Dakar au Sénégal en novembre prochain. Il y aura plus d'informations pour la suite. Au programme aujourd'hui, du coup, on retrouvera quatre temps forts. Une présentation donc, du contexte et des enjeux par nos partenaires et les porteurs du coup de ce projet, l'AFD et l'IRD. S'en suivra une mise en lumière d'une action concrète du projet avec Christophe Bouilly, ici présent, qui prendra la parole, suivi du témoignage de Jérémy Jensen de chez BRLI, qui du coup nous témoignera un peu de l'intérêt pour un professionnel pour ce projet et les livrables qui en découleront, suivi ensuite d'un temps d'échange avec vous pour que vous puissiez partager vos remarques, vos questions et interroger directement les porteurs du projet. Aquavalley, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cet écosystème? On est aux côtés en fait de l'AFD et de l'IRD aujourd'hui, et notamment pour cette fin d'année, pour mobiliser les acteurs qui pourraient être les plus pertinents pour les livrables qui vont sortir de ce projet. Donc, voilà, le résultat aujourd'hui, c'est ce webinaire, hein, du coup, pour vous retrouver, vous sensibiliser et vous inciter, vous inviter à venir à cette conférence de Dakar. Je cède sans plus attendre la parole du coup directement à Olivier Gillard de l'AFD pour nous présenter un peu voilà, la vision de l'AFD, pourquoi ce projet, et puis ça s'en suivra du coup la vision aussi de l'IRD avec une présentation de Patrick Lachassagne. Olivier, c'est à vous. Merci. Et donc, en effet, je vais rapidement vous présenter les motivations de l'AFD dans le financement de ce projet et son accompagnement. Donc, l'AFD, d'abord, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial et qui a aussi un statut particulier qui est un établissement financier spécialisé. Donc, on est une banque de développement et à ce titre, on est en charge de distribuer l'aide publique au développement pour le compte du gouvernement français. Et dans notre stratégie de positionnement, on cherche à aligner l'ensemble des financements qu'on met en place sur les objectifs du développement durable d'une part et sur l'accord de Paris sur le climat d'autre part, qui est une focalisation importante depuis déjà une vingtaine d'années que l'AFD a prise pour cadrer les financements qu'on met en place. Sur la diapositive suivante, donc pourquoi l'AFD
s'est intéressé au projet CECC et comment on l'a négocié et discuté avec l'IRD pour mettre en place ce financement. Eh bien, d'une part, on constate dans les différents projets que nous finançons et qui sont concernés par la gestion de l'eau au sens large, que ce soit la gestion d'une ressource en eau pour des projets d'irrigation ou pour des projets d'adduction d'eau potable, que ce soit la gestion des risques qui sont liés à l'eau, risque d'inondation dans certains cas, risque de sécheresse par ailleurs. Donc, on constate que depuis quelques années, il y a une diminution de la disponibilité de données hydrométriques et donc les informations à disposition des porteurs de projets pour le dimensionnement des ouvrages ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, d'où l'intérêt de discuter avec l'IRD sur comment attirer l'attention sur ces lacunes, quels sont aussi aujourd'hui les outils que la recherche est capable de mettre en place en termes de modélisation pour se substituer éventuellement à de la donnée qui n'est pas suffisamment mesurée sur le terrain. Tout ce qui est transfert d'une information hydrologique de bassins versants jaugés vers des bassins versants non jaugés, pour le dire rapidement, avec des avancées en matière d'hydrologie statistique et régionale dont on sait qu'elles existent dans le domaine de la recherche et dont on pense qu'elles ne sont pas toujours suffisamment mises à disposition des maîtres d'ouvrage de projet ou des bureaux d'études qui accompagnent ces maîtres d'ouvrage dans la conception et la mise en œuvre de ces projets. Et ça faisait partie donc des questions que l'AFD a posées et sur lesquelles on pensait qu'un projet comme le CECC pouvait apporter des informations intéressantes aux praticiens qui sont confrontés à ce sujet-là. Et puis aussi toute une question sur l'hydrologie, cette fois plus en temps réel, tout ce qui est prévision et annonce de crue, puisque à défaut d'avoir une prévention et une occupation du territoire qui tient bien compte de ces problématiques, on peut, ou parce qu'on sait qu'on ne peut pas de toute façon se protéger de tous les niveaux de risque, il faut, en complément de la prévention qu'on est capable de faire, mettre en place des systèmes de gestion de crise. Alors, mon discours, il est un peu orienté plutôt risque d'inondation, parce que c'est un peu là-dessus que moi je travaille le plus, mais on a les mêmes problématiques en matière de sécheresse, quand on peut à la fois adapter les systèmes productifs à une connaissance des variabilités du régime météorologique, pluvio-météorologique d'une zone donnée. Il n'empêche qu'il y a de temps en temps des années plus exceptionnelles qui peuvent aussi nécessiter ces problématiques de temps réel et de prévision. Voilà rapidement brosser le tableau. Les différentes composantes sont sur lesquelles l'AFD cherche à retirer le plus d'informations. C'est celles qui sont constitutives du projet CECC, donc les inondations, la sécheresse, j'en ai déjà un peu parlé, la problématique de gestion des ouvrages comme les barrages de stockage, et puis les problématiques de pilotage de la ressource en eau entre les différents acteurs. Donc, on est sur toutes ces différentes composantes qui sont dans la construction du projet CECC à travers cette matrice que vous voyez là. On va dire les objets de sortie sur lesquels l'AFD était particulièrement intéressée. Les lignes horizontales, on va dire, sont plus des problématiques de recherche particulières, et je laisserai l'IRD les présenter. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Bien entendu, je reste à disposition pour répondre à d'éventuelles questions qui surgiraient. Ton micro, Alexandre. Autant pour moi, du coup. Merci Olivier, du coup, et comme Olivier a pu le mentionner, tout au long du webinaire, du coup, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et du coup, Raphaël fera une compilation un peu de l'ensemble des remarques ou questions pour la partie finale, hein, du coup, prévue en deuxième temps.
Et vous pourrez également poser vos questions à l'oral en levant la main sur ce temps final. On passe du coup à Patrick. Patrick, ton micro du coup pour débuter. Merci. Chacun son tour de faire le truc sur le micro. Bon, merci à tous d'être présents. Je vois qu'on est aux alentours de 65. Merci Olivier, merci Alexandre et Raphaël pour avoir organisé cette réunion. Donc, je vais apporter ou tenter d'apporter le point de vue de ceux qui ont été les acteurs du projet, côté donc IRD et puis les partenaires au Sud. Donc, avec Thierry Lebel, je suis le co-responsable de ce projet. Thierry a d'autres obligations, là, il peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. C'est ce qui explique son absence. Et puis, je souhaiterais aussi citer Christelle Négron, qui est l'ingénieur projet qui nous accompagne depuis le début du projet et sans laquelle tout ne fonctionnerait pas aussi bien que ça fonctionne. Diapo suivante. Alors, en quelques mots, l'IRD. Donc, l'IRD, on est un organisme de recherche public français, pluridisciplinaire. On a coutume de dire que c'est un petit peu un tout petit, comme un petit CNRS. Donc, on travaille certes beaucoup dans le domaine de l'hydrologie, mais il y a plein d'autres domaines d'activité, en océanographie, dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine de la médecine, etc. Et j'en passe, pour pas faire d'oubli et de jaloux. On a un peu plus de 80 ans et non, tu peux rester. Voilà, on a un peu plus de 80 ans et on travaille. Notre raison d'être, c'est de travailler avec des scientifiques comme nous du Sud. Donc des pays du Sud, des pays que dans ce qu'on appelle les pays en voie de développement, mais des pays qui sont en phase de croissance à l'heure actuelle, et dans les outre-mer français, et on est présent comme ça dans de nombreux pays. Et comme je le disais, je l'esquissais, notre raison d'être, c'est aussi et surtout de travailler avec des scientifiques du Sud. Et tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui a été le fruit de recherches dans le passé, aujourd'hui, sont réalisées avec des partenaires du Sud. Et enfin, l'IRD est aussi positionné sur ce que l'on appelle la science de la durabilité, et qui est donc de comment la science, comment ce que font les scientifiques peut servir et doit servir à nous adapter, à être plus résilients face au bouleversement ou au changement global. Voilà. Donc, on travaillait essentiellement avec des partenaires scientifiques du Sud, mais ce qui n'empêche pas aussi de travailler avec des partenaires opérationnels. Alors, dans ce cadre-là, je vais apporter un petit peu la vision de l'IRD sur ce projet CECC suite à la vision que nous a présentée Olivier tout à l'heure, même si cette vision, bien entendu, elle a été co-construite entre l'AFD et l'IRD. Donc, cycle de l'eau, le projet s'appelle Cycle de l'eau et changement climatique, mais si on avait pu, on l'aurait sûrement appelé Cycle de l'eau et changement global, parce que je pense que je vais essayer de vous le montrer par quelques exemples juste après. On est tous conscients qu'aujourd'hui, on fait face au changement climatique, mais dans le domaine de l'eau, il y a aussi des impacts directs des activités anthropiques qui ne passent pas par le changement global, par le changement climatique, et il est indispensable de les prendre en considération. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce que l'on appelle le paradoxe sahélien, qui fait que dans les années 1970 à 1990, bien que l'on ait eu une très grande sécheresse, finalement, dans certains secteurs, les écoulements ou la recharge des nappes ont augmenté alors qu'il pleuvait moins. Bon, on a pu montrer que c'était pas lié au changement climatique, il pleuvait moins, mais c'était lié à des changements d'occupation du sol, transformer la végétation naturelle en végétation plus liée à l'agriculture. Et ce changement d'occupation du sol avait un impact direct et évident qui allait dans le sens inverse du changement climatique. Voilà, donc cycle de l'eau et changement climatique ou changement global. La manière que j'ai de décrire ce projet, finalement, c'est de dire que avec nos partenaires du Sud, en bon académique, et même si on travaille souvent avec des partenaires appliqués, notre production
c'est souvent des publications scientifiques, des thèses, des rapports scientifiques qui ne sont pas directement accessibles au monde opérationnel ou qui le sont rarement ou que de manière fragmentaire. Et donc, le constat qu'on a fait avec l'AFD, c'est que finalement, l'IRD et ses partenaires avaient fait beaucoup de travaux sur le cycle de l'eau et une part très significative de ces travaux restait dans des bibliothèques, dans des bases de données et n'était pas accessible pour l'utilisation opérationnelle, je dirais, dans la vraie vie. Et donc, la gageure qu'on s'est dite, c'est essayons de rendre ces travaux le plus opérationnels possible et de les faire connaître, de les faire savoir. Et on va voir que c'est ce qui va sous-tendre non seulement l'objectif du projet CECC, mais aussi la conférence que l'on va organiser au mois de novembre et ce qui nous amène jusque-là. Troisième point, le cadre. C'est l'Afrique subsaharienne et également pour une petite partie les Andes, que j'ai essayé de souligner en bleu, hein, mais regardez quand même pas trop les contours. C'est plutôt la région, le type de climat, le type d'environnement qui se trouve dans ces régions-là. Le diapo suivante, merci. Voilà, alors j'ai essayé de compléter les propos d'Olivier tout à l'heure en mettant quelques exemples de ce que vous pourrez trouver ou vous allez pouvoir trouver dans CECC. CC comme changement climatique. Donc, un des objectifs qu'on s'est donné, c'est de voir comment on pouvait mettre à disposition les simulations climatiques futures. Et c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est mettre à disposition des simulations climatiques qui, dans notre jargon, si possible, soient débiaisées, parce que nos amis climatologues simulent très bien la partie température du climat. Ils ont une bonne précision ou une faible incertitude ce que seront les fortes températures auxquelles il faut s'attendre dans 10, 20, 30, 50 ou 80 ans. Par contre, leur modèle numérique simule beaucoup moins bien, ne serait-ce qu'un paramètre évident pour nous qui sont la pluie, les précipitations. Et donc, des collègues hydrologues ou hydroclimatologues savent comment on débiaise, comment on crée des chroniques de pluie pour dans 20 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, vous pourrez trouver ce genre de choses. Et également aussi, comment on peut changer d'échelle, comment on peut passer de l'échelle d'une maille de modèle climatique aux échelles pertinentes pour de l'hydrologie à l'échelle du bassin versant. Voilà, donc un premier exemple. Comme je disais tout à l'heure aussi, j'ai insisté tout à l'heure sur changement global. Et donc, comment vont évaluer les occupations du sol dans le futur? C'est aussi un des objets de résultats qui sont présentés dans le cadre de CECC, que ce soit à l'échelle de grands territoires, et on va le voir tout à l'heure avec la petite présentation que nous fera Christophe Bouvier, à l'échelle de zones plus restreintes, mais où il y a des enjeux très forts, qui sont les milieux urbains. Comment vont évoluer les villes du Sud dans les, 10, 20, 30, 50 années à venir, est-on capable de faire des trajectoires d'évolution? Donc on voit que là, on parle de données, de produits pour évaluer les impacts hydrologiques du changement global, si je veux le synthétiser. Diapo suivante. Voilà. Autre type d'exemple, une fois qu'on a des données sur le climat futur, voire même des données sur le climat actuel, une idée de CECC, c'était de se dire, finalement, les collègues qui travaillent en bureau d'études, les services techniques, etc., n'ont parfois pas accès à des données élémentaires pour leurs estimations qui soient relativement récentes. Et quand on voit les bouleversements climatiques qu'a subi, pour ne pas la citer, l'Afrique subsaharienne depuis les années 1970, voire même avant, avec des périodes de sécheresse, des périodes de retour vers une pseudo-normale, mais qui n'est pas forcément la même normale qu'aujourd'hui, puis aujourd'hui les effets du changement climatique avec de l'intensification. On voit que travailler avec les données du XXe siècle, c'est un petit peu comme si on travaillait avec des données du Moyen-Âge.
Donc, accéder à des données actuelles, voire, et je rejoins ce que j'ai dit précédemment, avec ce que seront les données dans le futur, c'est indispensable. Si on veut faire, par exemple, là j'ai pris cet exemple-là, des courbes d'intensité, durée, fréquence de précipitation, qui derrière vont permettre de dimensionner la buse en aval du parking du supermarché, le ponceau, le pont, et j'en passe. C'est aussi mettre à disposition ou faire connaître des chaînes de modélisation, par exemple pour la cartographie des inondations. Et là, je ne vais pas y rester longtemps puisque Christophe et le collègue de BRLI en parleront tout à l'heure. Voilà, donc l'idée, c'est d'appliquer, d'essayer de faire passer du monde de la recherche vers le monde de l'opérationnel, les concepts et les données ou les produits du XXIe siècle. Diapo suivante. Quelques autres exemples sur lesquels on a travaillé, donc sur l'aspect ressources par exemple, c'est en quoi les régimes hydrologiques d'Afrique de l'Ouest ou des Andes ont pu changer. Et ça a des impacts notamment sur les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Là, j'ai mis un exemple sur finalement la crue rouge à Niamey qui est en train de prendre aujourd'hui plus d'importance que la crue traditionnelle qui venait de la partie amont du bassin versant du Niger. C'est aussi, on voit énormément de données satellitaires disponibles. Mais que valent-elles? Quelles sont celles qui sont le plus utiles pour une ou l'autre application? Et puis, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, comment on adapte des ouvrages qui ont pu être construits au XXe siècle ou qui pourraient être en construction vers les données et le climat et les occupations du sol futures. Diapo suivante. Je reste sur les aspects ressources pour passer sur un domaine qui m'est un peu plus cher, les eaux souterraines. Et pareil, les concepts sur les eaux souterraines et notamment les aquifères de socle, qui constituent une grande partie de l'Afrique subsaharienne, tout ce qui est roches granitiques et métamorphiques. Ces concepts ont considérablement évolué, radicalement même, je dirais, au cours du début du XXIe siècle. Donc, comment ces concepts, on peut les utiliser pour bien mettre en valeur, gérer, protéger les ressources en eau pour les différents usages. Ça nous a permis aussi, et ça peut nous permettre aussi de faire passer des messages clés. Par exemple, on voit que dans ces types de milieux encore, les aquifères de socle, certains souhaiteraient calquer un modèle qui est connu par ailleurs sur d'autres types de milieux qui fournissent des débits plus importants. Le modèle étant, je fais un forage à gros débit et puis un château d'eau à côté et j'alimente, si ce n'est une ville entière, au moins un gros quartier d'une ville. Bon, mais là, les résultats qu'on a actuellement montrent que ces forages à gros débit n'existent vraiment pas. Donc, c'est une quête qui n'est sûrement pas souhaitable de poursuivre. Et puis, on a aussi la chance d'avoir d'énormes bases de données sur ces aquifères de socle. Là, c'est l'exemple du Burkina. Chaque petit point bleu, c'est un forage avec des informations. Comment peut-on bien utiliser ces bases de données? Bon, voilà quelques exemples. Passer à la diapo suivante. Diapo suivante. Oui, voilà. Donc, quelques exemples pour nous mettre un petit peu en appétit du projet et de la conférence. Donc, l'idée de la conférence, c'est d'échanger, et notamment entre le monde académique et le monde opérationnel, d'informer et puis éventuellement même sur certains aspects de former à l'utilisation de certaines techniques ou outils. Et comme je le disais à l'instant, vers un large public. J'ai mis à gauche le monde académique, mais c'est aussi et surtout les bureaux d'études, les gestionnaires, les services techniques, les planificateurs et même les bailleurs de fonds, puisque les bailleurs de fonds, souvent, avec les planificateurs, c'est eux qui définissent les cahiers des charges des projets qui vont être réalisés. Donc, faire appel aux bonnes données, aux bons produits, aux bons outils, ça part comme ça de l'amont. Voilà en quelques mots, et peut-être que je vais passer la parole à Alexandre ou à Raphaël
pour dire quelques mots du programme prévisionnel de la conférence. Et du coup, Raphaël ayant bien travaillé quand même, c'est une partie de son stage, je vais laisser Raphaël, du coup, ce qui est à Raphaël. Bonjour, pour seulement prendre quelques minutes sur ce programme. Donc, ce programme, il a été, il débute le lundi 24 novembre pour se terminer le vendredi 28 novembre en début d'après-midi. Et donc, on a un peu regroupé les 14, enfin, la quinzaine d'actions du projet CECC autour de thématiques importantes pour faire en sorte qu'ils se regroupent derrière des journées dans leur ensemble. Et donc, on peut voir le 24 novembre, à côté du lancement officiel de la conférence, il y aura aussi la présentation du portail informatique qui représente un élément important du projet, le portail informatique où on pourra trouver à l'avenir les livrables et puis les produits des actions. Dans la deuxième journée, on va avoir une journée autour de la thématique d'hydrologie urbaine et gestion des eaux, pour enchaîner donc le 26 novembre sur la modélisation climatique et le développement urbain. Il faut rappeler que derrière ces grandes thématiques, il y a des présentations, des formations, des workshops, donc une diversité de manières de restituer les actions qui sont toutes gratuites. Et donc, on va aussi avoir donc, le 27 novembre, voilà, les actions qui se réfèrent à ces questions de ressources souterraines et de crues, pour terminer vers le 28 novembre dans la continuité logique vers des apports de données spatiales et donc la clôture officielle de l'événement, donc comme j'ai dit en début d'après-midi. Voilà. Merci Raphaël. Donc, comme il a été mis dans le chat, hein, vous avez déjà manifesté à l'occasion de l'inscription au webinaire votre potentiel intérêt à participer. Pour aller un peu plus loin, du coup, et en prévision du site et de l'inscription officielle à la conférence, on a fait une manifestation d'intérêt, un formulaire où il y aura un peu plus d'informations de détails qui pourraient être pertinents pour nous et du coup, aux côtés de l'IRD pour l'organisation de la conférence. Dans les formats, Raphaël l'a rappelé, il y aura du coup à la fois de la restitution sous forme de présentation, mais également, et là c'est l'intérêt que Patrick a dit, hein, de former les acteurs du territoire, de vous former avec ces livrables. Donc il y aura ces ateliers de formation et il y aura également une visite de site prévue dans le programme. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions aussi, hein, pour cette semaine à vous manifester dans la conversation du webinaire ou à prendre la parole en fin de webinaire. On va pouvoir passer à la suite, du coup, qui est la présentation d'une action. Donc, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Cette présentation sera faite par Christophe Bouvier, du coup, directeur de recherche émérite à l'IRD et hydrologue, pour présenter ses travaux faits en collaboration avec l'université Gaston Berger. Christophe, c'est à toi. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de présenter un petit peu ce qu'on fait dans le cadre de CECC et puis d'échanger plus largement avec des acteurs opérationnels et du privé. L'objet de cette présentation, c'est une chaîne de modélisation automatisée pour la cartographie des inondations qui a été appliquée donc, sur le site de Dakar, qui couvre pratiquement l'ensemble de l'agglomération et à une échelle très fine, on calcule des débits sur des mailles de 5 mètres avec des temps de calcul relativement courts, ce qui permet des applications à la fois pour des crues de projet et pour du temps réel. C'est une action de CECC qui est en lien avec d'autres actions que je ne présenterai pas explicitement, mais sur lesquelles il sera peut-être intéressant de revenir dans la discussion. Ces autres actions, c'est l'action courbe intensité durée fréquence qui permet, qui est utile pour le calcul des pluies de projet. Et c'est aussi l'action trajectoire urbaine pour la construction de scénarios de croissance urbaine à l'horizon 2050, par exemple. Je parle au nom d'une équipe, donc, comme ça a été dit avant, constituée par Laurent Diémé. Laurent, c'est
un docteur de l'université Gaston Berger, qui est maintenant post-doctorant à l'IRD, qui est soutenu par CECC depuis plusieurs années maintenant. Ouais, ok. Ansoumana Bodian, qui est maître de conférence à l'UGB, avec qui je travaille depuis déjà quand même pas mal d'années, depuis 2017, et que j'apprécie bien sûr beaucoup. Ansoumana est très apprécié d'ailleurs au Sénégal et dans le monde hydrologique en général. Et moi-même, Christophe Bouvier, donc je suis directeur de recherche émérite à l'IRD. J'ai commencé par faire de l'hydrologie urbaine au niveau de ma thèse. Et je suis revenu là sur l'hydrologie urbaine, bien sûr. Et je suis également chef de projet d'une plateforme de modélisation spatialisée ATIS, dont il sera question un peu plus tard. Alors, la présentation, c'est 3 points. Je voudrais revenir sur le contexte de Dakar. Bon, je pense qu'il est un peu connu, mais il faut rappeler que voilà, c'est des inondations récurrentes qui posent un certain nombre de problèmes. Le deuxième point, c'est la présentation de la méthode de cartographie. Et le troisième point, c'est un focus finalement sur quelques outils RD qui ont été utilisés dans la construction de cette méthode de cartographie. Voilà. Alors, premier point, oui, Dakar, c'est des inondations récurrentes avec les dates des inondations majeures qui apparaissent 2005, 2009, 2012, 2021, et qui ont provoqué des dégâts importants, qui ont fait des victimes et qui posent des problèmes aussi de risques sanitaires, d'épidémies. Mais au-delà de ces dates, c'est finalement chaque année que des quartiers sont inondés à Dakar. Dakar, c'est une situation un peu particulière, une topographie quand même assez défavorable, assez plate. Et puis tout ça, une croissance urbaine extrêmement rapide qui amplifie finalement les risques d'inondation, ainsi que, bien sûr, le changement climatique. Alors, je dirais d'ailleurs que c'est plus en milieu urbain comme ça, la croissance urbaine qui va impacter les écoulements et qui va impacter l'augmentation des écoulements, plus que le changement climatique, même si, bien sûr, je ne néglige pas le changement climatique. Et on avait écrit un article un petit peu là-dessus sur l'impact de la croissance urbaine pour bien montrer que c'était quand même le ou un des facteurs majeurs en milieu urbain. Alors, la situation donc est finalement assez complexe, malgré des aménagements récents qu'il faut souligner, avec des projets assez remarquables, le projet 1 et le projet 2 notamment, qui ont permis quand même de la construction d'aménagements qui ont amélioré la situation, mais malgré ça, il reste quand même un retard important dans les infrastructures. Alors, au niveau des solutions, ça reste complexe, bien sûr, et ce qui est important, ce sur quoi on a voulu se positionner, c'est être capable d'établir un diagnostic fiable à la base pour justement évaluer ces risques d'inondation, à la fois en situation présente, ainsi que dans le futur, à l'horizon 2050. D'où cette méthode que nous avons développée dans CECC, cette méthode de cartographie des inondations. Alors, ces méthodes de cartographie des inondations, je veux dire, elles existent depuis un certain temps, elles sont apparues il y a à peu près une vingtaine d'années, et on trouve une certaine diversité de méthodes, un éventail de méthodes, et aux deux bouts de l'éventail, on va trouver d'une part des méthodes géographiques ou géomorphologiques qui sont plutôt basées sur la topographie du milieu par traitement de MNT. Et ces méthodes, elles ont des avantages qui sont d'avoir un accès facile aux données. Les MNT sont présents pratiquement partout, une certaine facilité de mise en œuvre et une rapidité de calcul, de production. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne prend pas en compte les processus physiques d'écoulement ou les aléas météorologiques. Donc, c'est
quand même une première approximation. Et au deuxième bord de l'éventail, l'autre bord, on trouve au contraire des méthodes qui reposent sur des modèles 1D, 2D, qui ont les avantages, qui ont comme avantage les inconvénients des méthodes géographiques, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte finement les processus d'écoulement et les aléas météorologiques, mais elles ont comme inconvénient les avantages des méthodes géographiques, c'est-à-dire que les données ne sont pas toujours présentes, elles sont relativement complexes à mettre en œuvre et les temps de calcul sont souvent assez longs, ce qui constitue un inconvénient dans le cas de la surveillance en temps réel. Alors notre ambition au départ du projet, c'était de réunir un petit peu les avantages des deux méthodes dans une chaîne de modélisation automatisée qui pourrait servir donc, comme je l'ai dit, pour les crues de projet et pour la surveillance en temps réel. Donc je vais présenter les trois étapes finalement de cette méthode sans rentrer trop dans le détail technique. La première étape, c'est la construction des trajectoires d'écoulement, ce que j'appelle la topologie de drainage, qui est basée sur le MNT. Alors, il s'agit de traitements classiques qui consistent à extraire du MNT les directions de drainage à l'échelle de mailles assez petites, qui font ici 5 mètres de côté. Et donc, ces trajectoires naturelles sont également modifiées par tout ce qui est lié à l'artificialisation du milieu, c'est-à-dire les obstacles représentés par le bâti, le drainage forcé et artificiel parfois des canaux, et puis les bassins de retenue qui vont avoir un rôle de stockage de l'écoulement et qui vont également modifier le transfert de l'écoulement. Donc ça a fait l'objet d'un certain nombre de traitements qui sont des traitements à la fois classiques et qu'on peut trouver dans différents SIG, bien sûr, et puis des algorithmes assez spécifiques pour certaines applications concernant, par exemple, les canaux ou les bassins de retenue. Le transparent suivant. La deuxième étape, c'est d'appliquer des modèles pour calculer finalement les écoulements. Alors l'idée, c'est de construire une partition de l'espace en petits bassins élémentaires qui sont reliés entre eux par le réseau de drainage. On va appliquer un modèle hydrologique au bassin versant élémentaire, d'où un gain de temps. Et ensuite, on va injecter les hydrogrammes calculés à l'exutoire de ces bassins dans le réseau. Et on va calculer pour chaque maille du réseau, finalement, le débit correspondant à une pluie donnée, soit une pluie de projet, soit une pluie réelle. Et ensuite, on va déterminer finalement les tronçons qui débordent par simple différence entre les débits calculés et puis la capacité d'évacuation ou de drainage de chacun des tronçons. Et on obtient cette carte qui se trouve à droite, qui signale donc les débordements avec différentes magnitudes. Le transparent suivant, merci. Alors, la troisième étape, c'est le couplage avec des modèles 2D pour représenter des zones d'inondation. Et là, l'idée, c'est de construire des zones potentiellement inondables autour des tronçons de débordement qui sont identifiés préalablement. C'est de déterminer automatiquement quels sont les bassins élémentaires qui vont servir d'entrée des débits dans ces zones d'inondation. Et ensuite, c'est d'appliquer un logiciel d'hydraulique 2D, ici dans ce cas-là, c'est ECRAS 2D qui sera appliqué, sur des aires restreintes, avec des temps de calcul qui sont donc relativement limités. Voilà, donc ça c'est ce qui permet effectivement de représenter les zones inondées, soit relativement à une pluie de projet, soit relativement à une pluie réelle et en temps réel, si on dispose bien sûr de données accessibles en temps réel, soit un radar météorologique, ce qui n'est pas le cas à Dakar d'ailleurs, soit un réseau sol télétransmis. Voilà, merci.
Alors, troisième point, un focus sur les outils IRD utilisés. Je voudrais présenter d'abord cette plateforme de modélisation ATIS. ATIS, c'est Atelier hydrologique spatialisé, qui en fait contient l'ensemble des traitements qui ont été mis en place dans la chaîne de cartographie automatique. Alors ATIS, c'est un environnement homogène et convivial de modélisation spatialisée qui comprend différents modules. Un module de traitement des séries chronologiques qui sont par exemple les pluies ou les débits, les séries de pluies, les séries de débits. Vicaire, qui est un module de traitement et de visualisation des données géographiques spatialisées, autrement dit un mini SIG qui va contenir des algorithmes à la fois standards et spécialisés, qui ne figurent pas forcément dans d'autres SIG. Et puis Mercedes, qui est le catalogue de modèles hydrauliques et hydrologiques qui permet à l'utilisateur de choisir finalement son modèle en fonction du contexte, qui peut être un contexte urbain, bien sûr, mais un contexte tout à fait autre, et en particulier des bassins naturels. Le suivant. Alors, autre focus, là, c'est pas spécifiquement un outil qui a été développé dans le cadre de CECC, mais c'est plutôt un savoir-faire de l'IRD qui est quand même particulièrement utile, notamment pour caler les modèles hydrologiques ou hydrauliques. C'est que ce sont tous ces bassins urbains expérimentaux qui ont été instrumentés en Afrique de l'Ouest. Alors ça a démarré à la fin des années 70, au début des années 80, dans plusieurs villes africaines. Et ça s'est poursuivi, enfin ça s'est un petit peu arrêté, et ça se poursuit actuellement. Il y a des nouveaux bassins qui ont été installés à Ouaga, à Bamako récemment. Et bon, c'est particulièrement utile pour calibrer les modèles. Alors, sur le site de Dakar, on dispose effectivement d'un bassin expérimental qui a été suivi en 94-95 et qui nous a permis effectivement de caler à la fois les processus de ruissellement d'infiltration et puis les processus, les vitesses finalement de transfert de l'écoulement et de valider des hypothèses qu'on a étendues à l'ensemble de l'agglomération de Dakar. Alors évidemment, un bassin, c'est pas beaucoup, mais c'était quand même assez précieux et je recommande finalement que qu'on puisse continuer à installer des observatoires des écoulements dans les villes d'Afrique de l'Ouest pour justement compléter la connaissance qu'on a de tous ces processus d'écoulement. Voilà, le dernier, je crois. La conclusion, c'est que finalement, ce que je vous ai présenté comme méthode, ça coche un certain nombre de cases. C'est effectivement applicable en temps réel comme en temps différé. Le temps réel, parce que finalement, le bénéfice, c'est quand même une diminution assez importante des temps de calcul et une application de la méthode en quelques minutes pour des pluies finalement réelles, à condition qu'on puisse effectivement avoir accès à ces pluies. C'est une méthode qui est adaptée au contexte local et aux données disponibles. C'est une méthode qui est assez robuste. Si on ne dispose pas de toutes les données disponibles, en tout cas de toute la finesse des données, on peut déjà aller jusqu'à la cartographie des tronçons de débordement qui ne représentent pas explicitement les zones inondées, mais qui constituent déjà un premier niveau d'information sur ce qui est le risque d'inondation et la localisation probable des inondations. Alors, une autre qualité, finalement, c'est que ça repose exclusivement sur des logiciels libres et gratuits, et donc ce qui permet de maîtriser les coûts d'utilisation et d'évolution. C'est une méthode pour laquelle on s'est assuré d'avoir formé des capacités locales qui sont déjà disponibles, avec des jeunes chercheurs qui maîtrisent effectivement l'ensemble de la méthode. Et puis, c'est une méthode qui est facilement mise à jour, justement pour être appliquée actuellement, enfin en situation présente, et à des horizons
intégrant finalement le changement climatique et la croissance urbaine. Alors, j'ai juste signalé une publication ici qui résume un petit peu l'ensemble de la méthode et que vous pourrez consulter enfin que je pourrais vous envoyer au besoin. Merci, je crois que j'ai terminé. Merci J'espère Christophe. avoir donné une idée un petit peu de ce qu'on faisait. Merci. Merci beaucoup. Pour rappel, les questions seront en second temps, donc n'hésitez pas à soit les mettre directement dans le chat, soit du coup les conserver pour cette partie du webinaire. On va passer donc cette fois-ci à l'illustration d'un acteur du professionnel de l'eau, donc BRLI, avec Jérémy qui va nous présenter un peu pourquoi l'intérêt pour ce genre de livrable et l'application du coup réelle sur un cas concret. Donc Jérémy, est-ce que votre micro est activé? Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de témoigner dans ce cadre-là. Nous, on est toujours très heureux de voir l'ouverture du milieu de la recherche au milieu des bureaux d'études, et je pense qu'on a beaucoup de complémentarité à y gagner. Donc, ce qu'expliquait M. Bouvier est très, très intéressant là-dessus. Je vais illustrer d'abord l'activité récente qu'on a eue sur Dakar et qui recoupe pas mal des sujets qui ont été abordés, et puis aussi les projets qui démarrent. Et puis, je conclurai par vraiment l'intérêt pour nous des actions du CECC, à la fois en termes de méthode, à la fois d'ouverture aux données, etc., pour nos travaux et pour les travaux de nos confrères qui travaillent sur le secteur. On peut passer sur le premier slide qui présente ce qu'on vient de terminer, ce qu'on a appelé le PGIS Carto, qui est un projet de plusieurs années qui était financé par le Fonds Vert Climat et l'AFD et qui a été mené en concertation IGNFI BRLI pour le compte de la DPGI. Donc, il s'agissait d'établir un système d'information géographique appliqué à la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation au Sénégal. Le schéma est un petit peu indigeste, mais l'idée, c'était d'avoir une première approche à l'échelle du pays, donc avec une modélisation des aléas inondations sur l'ensemble du Sénégal, de façon à avoir une première amélioration de la connaissance. On partait d'un état de connaissance relativement faible. Et puis ensuite, de pouvoir identifier des zones urbaines prioritaires sur lesquelles rentrer davantage dans le détail. Donc, il y a eu cette approche nationale. Et ensuite, 7 zones pilotes qui ont été identifiées, 7 pôles urbains relativement conséquents, puisque ça représente 10 000 km² au total, sur lesquels des approches beaucoup plus précises ont été menées avec des acquisitions de MNP par des méthodes de LIDAR, donc très précis, et de la modélisation plus poussée, plus approfondie sur ces secteurs. Tout ça s'est traduit ensuite par la création d'une plateforme SIG que j'illustrerai sur la slide suivante, et en parallèle un processus de communication assez important à l'échelle nationale, régionale et locale pour améliorer la connaissance de l'ensemble des acteurs sur le risque inondation et un certain nombre de renforcements de capacités sur les différentes thématiques techniques du projet. Donc on peut illustrer avec la slide suivante. Et voilà, ça c'est une vision de la cartographie nationale des zones inondables au niveau du Sénégal. Si on avance d'un cran, on voit un zoom sur une région donnée. Et puis ensuite, on peut encore avoir, toujours avec cette approche nationale, des cartes qui sont au niveau local relativement précises. Et donc, on a cette information sur l'ensemble du pays, à la fois en termes de hauteur d'eau, de vitesse d'écoulement, et puis de croisement avec les enjeux. Donc ça, c'est le résultat principalement de la phase nationale. Et ensuite, on est rentré sur ce qu'on appelle une approche locale sur 7 sites pilotes. En général, site pilote, on envisage à tout petit endroit. Là, on est quand même sur des grandes agglomérations. Un des sites pilotes étant le Grand Dakar. Et sur chacun de ces sites, donc on a réalisé du LIDAR. C'est IGNFI qui a mené les campagnes de LIDAR. Donc on a des MNT qui sont extrêmement précis,
avec une résolution en XY de 50 cm et une précision altimétrique de l'ordre de 10 cm. Donc, c'est vraiment ce qui se fait de plus fin. Un énorme travail qui a été fait sur les enjeux également par IGN-FI pour constituer une base de données géographique du bâti, de l'ensemble des enjeux intéressants en termes d'approche du risque inondation, des infrastructures routières notamment, etc. Et là-dessus, BRLI a mené des modélisations hydrauliques 2D sur l'ensemble de ces territoires en utilisant ces données qui étaient pour nous très luxueuses, parce qu'il est rare qu'en travaillant en Afrique, on ait des données de départ aussi bonnes. Là, on avait vraiment des données excellentes. Et ce qui a permis d'établir des cartes de risque inondation à des échelles assez fines, au 20 millième et voire au 5 millième sur les données urbaines. Toutes ces infos, on les trouve, tous les résultats de ce travail, on les trouve sur le géoportail du PGIS. Je vous ai mis là en bas de slide l'adresse. C'est un portail qui est ouvert à tous. La DPGI a vraiment voulu que l'ensemble des données soient accessibles au plus grand nombre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut télécharger là-dessus très facilement toutes les cartes, des cartes de hauteur d'eau, des cartes de vitesse, des cartes d'agar, des cartes de risque, etc. Et les données relatives aux enjeux. Il y a deux exemples qui sont en suivant de ce type de cartographie. Si vous avancez un tout petit peu. Voilà, ça c'est une carte des niveaux d'eau, alors justement sur un secteur commun avec l'action du CECC sur les inondations urbaines. Donc là, ici, on est sur les hauteurs d'eau, et si vous avancez encore un petit peu, c'est la traduction en termes de risque inondation, c'est-à-dire le croisement de l'aléa, c'est-à-dire les hauteurs et vitesses, mais là, on s'intéresse essentiellement aux hauteurs, puisque les vitesses sont très faibles sur Dakar, croisées avec l'importance des enjeux urbains. Et bon, évidemment, on a été très curieux de comparer ces résultats avec ceux présentés par Christophe Bouvier tout à l'heure, et on voit, et c'est heureux qu'on ait une bonne concordance et une bonne cohérence entre les deux, malgré des approches qui sont sensiblement différentes. Donc on peut avancer. Donc là, je vous présentais le PGIS Carto, qui est un projet qui vient de se terminer. Donc on a fait l'atelier de clôture à Dakar le mois dernier, au mois de juin. Et ici, une autre illustration des complémentarités et de l'intérêt pour nous de l'ouverture aux travaux, notamment l'IRD. C'est un nouveau projet qui démarre tout juste, qui va démarrer pour le design et l'implémentation d'un système d'alerte et de prévision des inondations dans la zone périurbaine de Dakar. C'est un projet qui est porté par l'ADM et qu'on va réaliser BRLI avec Predict Service et HydroConcept. Bon, les constats, ils ont été développés tout à l'heure. Hein. C'est une urbanisation très, très rapide et incontrôlée, une augmentation de la pluviométrie, mais comme le disait Christophe Bouvier, un impact surtout de l'expansion urbaine sur le risque d'inondation qui est vraiment très important. Un système de drainage pluvial qui est par endroits défaillant, et l'absence actuelle de système d'alerte précoce. Donc l'idée, c'est de mettre un système d'alerte précoce sur pied sur un certain nombre de bassins versants, Bebeos, Mbao, la grande Niayes Pikine, Tourourouarouaï et le lac Rose. Donc on est vraiment sur les secteurs d'études, à la fois de l'étude d'inondation urbaine et d'études sur les projections d'urbanisation à long terme. Donc, il y a vraiment une complémentarité intéressante. On peut avancer un petit peu. Et je passerai rapidement sur le contenu. L'idée, voilà, c'est d'avoir un système d'alerte qui soit opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui permette de faire de la prévision, des observations et un suivi des risques hydrométéorologiques, d'identifier les zones inondables et les vulnérabilités territoriales associées, et puis de mettre en place les plans d'action au travers notamment des plans de contingence qui vont être réalisés sur les 5 communes, pour que soient clairement définies les actions à prendre en cas de risque. Voilà, en synthèse sur l'intérêt pour BRLI, et je pense pour tous nos confrères bureaux d'études, des approches urbaines et de cette volonté d'ouverture des travaux de la recherche vers le grand public et vers les acteurs professionnels.
déjà, quand l'accès au portail numérique du projet CECC sera ouvert, c'est pour nous une grande richesse. À chaque projet, on constate qu'il est très compliqué de collecter, de récupérer l'ensemble des données auprès des acteurs. Il y a souvent une certaine frilosité à partager les données. Donc, tout ce qui permet d'avoir des portails ouverts, qui permettent d'accéder aux données hydrométriques, climatiques et hydrométéorologiques, ça va vraiment dans le bon sens. En ce qui concerne plus le sujet des inondations urbaines à Dakar, les premières observations qu'on a pu faire, c'est qu'avec deux approches totalement différentes, on a quand même une bonne cohérence entre les deux types de modélisation qui ont été menés. Et puis, le projet présenté par Christophe Bouvier permet d'avoir une prise en compte plus fine des ouvrages de drainage, qui est pour nous très intéressante, pour préciser vraiment localement le diagnostic, comprendre plus précisément les causes des désordres, et puis proposer des actions ciblées. Également, l'intérêt de la modélisation, on va dire simplifiée, qui permet d'aller très vite et d'avoir des temps de calcul très courts, est évidemment très intéressante aussi. Ça fait le lien avec une autre étude qu'on est en train de terminer aussi, toujours dans le cadre du projet PEGIS pour l'ONAS, pour les aider dans la gestion de leurs infrastructures de drainage, notamment sur Dakar, et aller vers la mise en place de systèmes d'alerte précoce pour la gestion opérationnelle de leur réseau. Et enfin, l'autre action qui concerne les trajectoires urbaines à Dakar, pour nous, c'est aussi très intéressant. L'analyse détaillée du paysage urbain, qu'il soit actuel ou futur, est vraiment essentielle dans nos études. Actuelle pour avoir une très bonne connaissance de la vulnérabilité du territoire en état de référence. Et puis, les projections urbaines à long terme qui permettent de savoir quelles sont les extensions potentielles des zones à risque qui seront à couvrir, notamment dans le cadre de systèmes d'alerte et de plans de contingence. Donc voilà, en quelques minutes, pour être synthétique, l'intérêt pour nous de ces approches-là et la complémentarité qu'on voit entre les travaux de l'IRD et ceux qu'on a pu réaliser ou qu'on débute actuellement sur Dakar. Merci beaucoup. Merci Jérémy pour ce retour d'expérience très synthétique et très, très instructif. On va passer à présent du coup à la partie échange avec le public, nos participants. Donc je vais passer la main à Raphaël pour l'animation de cette partie. Et donc n'hésitez pas donc à partager soit vos questions dans la conversation sur le côté, soit à lever la main simplement sur le cadre Teams du coup, pour qu'on puisse vous donner la parole et que vous puissiez vous adresser à n'importe quel intervenant du coup et poser librement vos questions. Merci. Merci Alexandre. Donc, donc, dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, nous allons passer au temps des questions-réponses. Pour donner un peu quelques éléments avant de débuter, vous pouvez donc soit rédiger des questions dans le chat qui vont être communiquées, ou alors vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole à tour de rôle. Donc voilà, on peut prendre les premières questions s'il y en a. Alors, on a une main levée. Moussa Ibrahim, je vous invite à activer votre micro et si possible votre caméra, si c'est possible. Sinon, rien que le micro. Bonjour, c'est Moussa Ibrahim. Merci beaucoup pour les présentations. C'était très intéressant. Ma question, c'est beaucoup plus par rapport à la présentation que sa chaîne avait partagée, notamment en lien avec la question de forage à grand débit. Je n'ai pas très bien cerné les analyses qui ont poussé à avoir cette affirmation que le forage à grand débit n'existe pas, surtout dans le contexte au niveau de l'Afrique subsaharienne. S'il peut vraiment revenir un peu par rapport à la question, est-ce que c'est beaucoup plus du point de vue en termes du concept même de forage à grand débit ou bien c'est beaucoup plus en lien avec le caractère au niveau de l'Afrique subsaharienne? Donc, je voudrais un peu avoir beaucoup plus d'informations, d'éclaircissements par rapport à ça. Merci.
Oui, mais merci pour votre question. Je suis passé en effet très vite tout à l'heure sur cette diapositive. Donc, mon propos concernait ce que l'on appelle dans notre jargon les aquifères de socle, c'est-à-dire les eaux souterraines qui sont contenues dans les roches de type granit, schiste, gneiss, etc. Et donc, il ne concernait pas les autres types d'aquifères que l'on a par exemple dans les grands bassins sédimentaires et où l'eau est contenue dans des sables, des grès, des calcaires, etc. Et si je reviens donc à ces roches granitiques et métamorphiques, ces aquifères de socle, quand on étudie une base de données telle que celle qui est sous nos yeux, là pour le Burkina par exemple, hein, et vous apercevrez hein, que sur le Burkina, on a écorné la partie ouest hein, qui, elle, est dans des formations sédimentaires. Quand on étudie ces bases de données, on voit que les débits des forages sont de l'ordre de 0,5, 1,5 mètres cubeurs en moyenne. Ce sont les ordres de grandeur. Et il a pu être posé la question. Enfin, et quand on étudie des grandes bases de données comme ça, on voit que l'on a quand même quelques forages dont les débits, lorsqu'on a terminé le forage, peuvent monter à 5, 10, 15 ou 20 mètres cubes par heure. Et en fait, dans le cadre du projet CECC, on a travaillé sur des forages dits à gros débit et on a regardé comment ces débits évoluaient dans le temps. C'est-à-dire, une fois que le forage a été mis en exploitation, est-ce qu'on garde les 15, 10, 5 ou 20 mètres cubes par heure que l'on a eu juste au moment du forage, ou est-ce que ce débit évolue? Et en fait, on voit que les débits évoluent et malheureusement, ils diminuent et on redescend vers des valeurs qui, au maximum, sont de l'ordre de 2 ou 3 mètres cubes par heure. Et ça traduit intrinsèquement les caractéristiques de ces milieux de socle qui font que même si localement on a une bonne perméabilité, les fractures ne sont pas très bien connectées dans l'espace et la taille du bassin d'alimentation de ces forages qui au départ étaient à gros débit, finalement elle est limitée et c'est donc la taille du bassin d'alimentation multipliée par la recharge qui fait le débit au final et qui, dans le meilleur des cas, est de l'ordre de 2 à 3 mètres cubes heure. Voilà, donc c'est un des résultats du projet que l'on a basé sur du suivi d'exploitation à long terme de forage au Burkina, mais qui rejoint d'autres exemples obtenus sur ce même type de roche dans d'autres régions du monde. Hein. Ici, en France, on a travaillé aussi en Inde et dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Voilà, je voyais un petit pouce, j'espère que c'était vous qui répondiez, que j'ai bien répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas à rebondir. Si, merci beaucoup. C'est vraiment très clair maintenant. Je pense bien, j'ai très bien compris. C'est beaucoup plus par rapport à un contexte sur le socle, également aussi avec les journalistes que vous avez pu passer au niveau de Burkina, mais également aussi sur d'autres, c'est ça qui ont amené à avoir cette conclusion. C'est très bien compris, merci. Je serais beaucoup plus ravi vraiment d'avoir la documentation en lien avec ça, parce que nous travaillons dans un contexte là où il y a le socle, et ça serait important vraiment d'avoir ces analyses-là qui vont dans le sens de beaucoup plus affiner notre planification en termes d'opération. Merci. Oui, alors pour répondre, le travail est en cours de finalisation, donc on aura des résultats significatifs dès la conférence au mois de novembre, et puis les rapports ou les publications sortiront plutôt en fin d'année, en fait, fin d'année, début d'année prochaine, sur ce sujet-là. On a également une question dans le chat avant de passer un peu dans l'ordre. Une question qui s'adresse à Christophe Bouvier, donc de Moussatine, qui est doctorant en deuxième année à l'université Hassan Sek, qui se demande: pensez-vous que l'approche par cartographie est suffisante pour établir des cartes des zones à risque? Donc Christophe, si vous voulez répondre. Oui. Alors, je ne sais pas comment interpréter la question. Est-ce que vous voulez dire que finalement, ce qu'on a présenté, c'est une carte d'aléa? Et donc, effectivement, pour que ce soit une carte de risque, il faut croiser ça avec
la vulnérabilité des zones touchées, ce qui peut se faire, bien sûr, parce qu'on a quand même une cartographie assez précise de toute l'urbanisation à l'échelle du bâtiment, pratiquement. Mais je ne sais pas si c'est ça votre question. Vous pouvez intervenir, Moussatine, si vous avez la possibilité pour un peu éclairer votre question. Okay. C'est ça. OK, donc effectivement, il faut compléter par une information sur la vulnérabilité qu'on peut croiser. Et après, il faut savoir effectivement ce que ça va représenter comme risque, soit en termes de hauteur d'eau, soit en termes de vitesse d'écoulement, et puis surtout comme exposition, qui est exposé, voilà, et comment. Je ne sais pas si je peux en dire beaucoup plus, mais c'est vrai que ce qu'on a montré là, c'était vraiment une carte d'aléa, quoi. Est-ce que ça répond un peu à votre question, hein? Olivier, je ne sais pas si c'est en complément ou si c'est une autre question. En tout cas, du coup, si c'est un complément, n'hésitez pas à prendre la parole. Si c'est une question, du coup, on pourra reprendre dans l'ordre. C'est ça. Ouais, c'est un complément lié au sujet spécifique risque d'inondation, et c'est un commentaire que je vais faire et qui s'adresse peut-être autant à Christophe Bouvier qu'à Jérémy Janssen. Vous nous présentez donc un certain nombre d'éléments de modélisation intégrant, donnant des résultats en termes de représentation de l'aléa d'inondation, mais vous ne nous avez pas indiqué quel est l'élément météorologique ou hydrologique qui sert à calculer ces différents paramètres de surface inondée et hauteur d'eau et vitesse. Et donc, est-ce qu'on a bien une représentation de l'ensemble de l'aléa avec tout le champ des possibles hydrologiques, ou est-ce qu'on a la représentation d'un aléa qui serait une pluie de projet et une pluie de projets choisis, sélectionnés sur des critères on n'a pas encore présentés et définis. C'est un peu la question, et sachant que pour les aménageurs eux-mêmes et les gestionnaires de cet espace, ils ne sont pas confrontés uniquement à la crue de projet, ils sont confrontés à l'ensemble du régime hydrologique qui peut affecter le territoire sur lequel il développe une certaine vulnérabilité. D'accord. Je laisse Jérémy répondre. Très bien. En ce qui concerne le travail qu'on a fait sur le PGIS, on a caractérisé les aléas et les risques pour différentes occurrences pluviométriques. Et on est sur une modélisation couplée pluie débit et hydraulique en même temps, avec à l'aide du logiciel ECRAS. Et donc, on est basé sur des pluies de projets spatialisées, des rasters de pluie qu'on a établis pour différentes périodes de retour et qui sont basés sur l'étude des courbes IDF qu'on a pu réaliser au début du projet PGIS, en exploitant les données disponibles et en spatialisant ces données sur l'ensemble du pays. Et ça nous a permis ensuite de bâtir des pluies de projets spatialisés pour différentes périodes de retour. Alors, sur le cas des zones urbaines, on sera beaucoup plus pertinent sur des périodes de retour qui sont relativement conséquentes, parce que les ouvrages de drainage ne sont pas représentés dans le détail dans notre modélisation, puisqu'on est sur du full 2D, bidimensionnel pur. Les canaux principaux de drainage de Dakar vont être représentés, puisqu'ils sont, avec le LIDAR, on arrive à les représenter correctement. En revanche, les réseaux enterrés ne le sont pas. Donc, c'est pour ça qu'on considère que les cartes sont particulièrement pertinentes quand on parle de périodes de retour qui sont plutôt au-delà de 20 ans, pour que le réseau de drainage ait un rôle mineur en tout cas, le réseau de drainage enterré ait un rôle mineur dans l'hydraulique du système.
Ouais, alors de notre côté, c'est vrai que je n'ai pas présenté les caractéristiques des pluies de projet. On a utilisé des pluies de projet, bien sûr, de périodes de retour 10 ans, 100 ans, qui ont été construites à partir des résultats obtenus sur les IDF par une autre équipe CECC, et qui a permis d'actualiser finalement les IDF. Et cette pluie de projet, qui est une pluie synthétique, elle a aussi été validée par rapport à une méthode utilisant un générateur stochastique de pluie, qui peut être aussi utilisé pour utiliser des entrées conduisant à une crue de projet de période de retour donné. Et cette validation, elle a été faite dans le cadre d'une thèse qui a été récemment soutenue. C'était la thèse d'Elisa Sauzed, qui a été soutenue à Grenoble, et qui a montré finalement que la pluie de projet triangulaire ou doublement triangulaire qu'on utilisait donnait à peu près les mêmes résultats, enfin pas à peu près, les mêmes résultats que les pluies générées par un générateur stochastique. Voilà, donc ça c'est peut-être un élément intéressant. Il y a plusieurs façons d'entrer les pluies pour des crues de projet. Et puis, ça s'applique aussi à des pluies réelles qui effectivement varient dans l'espace, mais pour l'instant, on n'a pas accès à ces pluies réelles. Donc, on pourrait très bien les intégrer et ensuite faire la cartographie que j'ai présentée en un temps relativement court, mais je ne connais pas d'accès actuellement à des pluies en temps réel sur Dakar. Voilà. Ça devrait être le cas prochainement avec le radar. Oui. Si plus personne ne veut intervenir sur cette question, on peut continuer à avancer sur la question donc, de Mahmoud Kavmoun, qui est expert hydraulicien et qui s'interroge sur existe-t-il des stations d'observation dans les autres pays voisins comme la Côte d'Ivoire ou autres. Je ne sais pas, peut-être Patrick, Olivier ou Christophe, est-ce que vous souhaitez répondre? En urbain, il y a un projet sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, ouais, projet Évidence. Et donc, je sais que dans ce projet, il y a un bassin qui a été instrumenté, à la fois en zone urbaine et en zone périurbaine, pour essayer justement de caractériser les processus de formation d'écoulement et les zones inondables, oui. Donc, Évidence, avec des hydrologues, des sociologues pour essayer d'évaluer l'impact des inondations sur la perception des inondations, finalement, par les habitants, par les acteurs locaux. Je n'ai pas la référence du projet, mais on doit trouver ça sur Internet, ouais. Et puis dans d'autres pays, il y a eu des choses, il y a eu des projets qui ont été financés par la Banque mondiale récemment, au Mali, au Burkina, et qui ont conduit justement à la fois à des instrumentations de bassins expérimentaux, 3 à Ouagadougou et 3 à Bamako, et qui ont aussi fait l'objet de cartographie de zones inondables. Voilà. C'est ce que je connais de récent. Et puis après, si on remonte plus loin, c'est un peu ce que je disais dans la présentation, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une prise de conscience que finalement, les villes étaient devenues quand même assez étendues, assez importantes, et que voilà, le risque d'inondation urbain commençait à devenir assez préoccupant. C'est à ce moment-là que l'IRD, qui s'appelait l'Orstom à l'époque, a déclenché des campagnes de mesures dans 6 villes africaines qui étaient Cotonou et Lomé, Niamey et Ouaga, Abidjan et la 6e, c'était, je ne sais plus, j'ai un trou, mais je ne sais plus ce que j'ai cité, mais il y en avait 6. Voilà. Et Dakar, d'ailleurs, ça n'a pas fait partie de ce lot. Et à Dakar, c'est plus tard que finalement, il y a eu cette expérimentation de bassin versant dans le cadre de la thèse de Mohamed Bassel, qui a été appuyée par l'IRD et qui a été bien précieuse parce qu'effectivement, ça nous a permis de
d'avoir des observations à la fois de pluie et de débit pour valider nos modèles d'infiltration et de vitesse de transfert. Ma D'accord. connaissance, c'est ça. Merci, merci Christophe. Si personne ne souhaite réagir, on peut aussi, avant de donner la parole à Laurent Diémé, on peut alterner un peu entre questions du chat et questions à l'oral. Et donc, j'invite Hilary Compoiré à poser sa question, si possible, avec la webcam et en se présentant avant. Donc Hilary, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Hilary Compoiré. Je suis hydrogéologue au Burkina Faso. Et je voudrais d'abord remercier les intervenants pour les présentations et les explications. C'est vraiment très intéressant. Ma question s'adresse à M. Lachassagne concernant les débits et les productivités des aquifères en zone de socle. J'aimerais savoir si les analyses ont été faites globalement sur toutes les formations de la zone de socle, ou bien les études ont été faites pour chaque formation. Parce que si on prend l'exemple du Burkina Faso, on a les granitoïdes et les volcano-sédimentaires qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques hydrodynamiques. Donc, si vous avez fait cette distinction et quels sont vos résultats? Merci. Oui, mais merci pour votre question. On a fait la distinction à la grosse maille, il n'y a pas de différence significative. Mais je fais un peu voilà, on pourra regarder ça plus en détail quand on aura les résultats finaux. Mais comme ça, au premier abord, il n'y a pas de différence significative. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre réponse. Très bien. Mais alors, je vais juste baisser vous pouvez donc baisser votre main si vous avez plus de questions, Madame Compoiré. Et donc, prochaine question posée par Laurent Diémé, qui félicite BRLI pour le travail sur Dakar et qui pose la question de est-il possible d'avoir de la documentation sur le projet, un rapport méthodologie technique, à Jérémy Janssen, je vous laisse la parole. Alors, je pense que ça doit être possible. Il faut passer par la DPGI, la Direction de la prévention et de la gestion des inondations, qui est propriétaire de tous les livrables qui ont été établis dans le cadre du PGIS. Mais encore une fois, il y a une vraie volonté de partager les infos et la connaissance établie, donc je pense que ça ne posera pas de problème. D'accord, merci. Excusez-moi, juste pour compléter, par exemple, un point d'illustration, les MNT qui ont été établis, à l'exception du MNT national, qui lui est sous licence, mais il y a une vraie volonté de la DPG aussi de donner accès aux MNT très détaillés sur les zones pilotes. Et donc ça, c'est quand même une avancée forte. C'est rare qu'on puisse accéder facilement à ces données précieuses, quoi. Merci, Jérémy. Sur la question donc de Maoumana Camara, est-ce que vous pouvez revenir sur le cycle de l'eau et changement climatique? Est-ce que vous pouvez peut-être éclaircir la question ou sur l'intitulé? Je crois que Patrick a un peu développé sur cette question. Donc, je peux donner peut-être un ou deux exemples peut-être de relations entre le changement climatique et le cycle de l'eau. Alors d'une manière générale, le changement climatique tel qu'on l'observe à l'heure actuelle, c'est une intensification des précipitations. À l'échelle si on parle notamment de l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, on est revenu sur des niveaux de précipitation qui sont à peu près les mêmes que ceux que l'on avait avant la grande sécheresse des années 1970-1990. Mais la grande différence, c'est que les précipitations sont plus intenses. Donc la même quantité de pluie tombe sur un nombre d'événements moins importants, chacun d'entre eux étant plus intense. Et là, on voit que ça a des conséquences sur l'ensemble du cycle de l'eau. Je pense que ni Jérémy ni Christophe ne me contrediront sur les incidences que ça peut avoir en termes de risque inondation, d'aléas et de risque inondation. Moi, du côté de l'hydrogéologie, on sait tous que la recharge ne se fait pas de la même manière quand les pluies sont intenses ou quand elles ne le sont pas.
Voilà, donc voilà des exemples. J'ai présenté, mais de manière très très succincte tout à l'heure, les différentes crues au niveau du fleuve Niger. Mais quand on rentre un petit peu plus dans le détail, ce que l'on montre, et là c'est un effet à la fois de l'intensification et des changements d'occupation des sols, c'est que même à l'échelle de petits bassins versants, on se met aujourd'hui à avoir des écoulements sur des cours d'eau, au Mali, notamment au Burkina Faso, au Niger, que l'on n'avait pas il y a 20, 30, 40 ans. Ça veut dire que maintenant, on se met à avoir presque chaque année des cours d'eau qui coulent, voire même des cours d'eau qui inondent le voisinage, les berges. Je pense que certaines villes du Niger notamment en ont fait les frais les années passées, même au Tchad, alors qu'on ne le voyait pas. Donc, vous voyez, on a de nouveaux aléas qui apparaissent. Un autre exemple est là qui est lié beaucoup au changement global et un petit peu à l'intensification. C'est par exemple les inondations urbaines par remontée de nappe. Il y a une thèse qui a été soutenue il y a 2-3 ans sur le sujet et qui montre très clairement qu'il y a des quartiers complets de Niamey qui sont inondés avec des conséquences pour les habitants, ne serait-ce que parce qu'ils ne peuvent plus habiter leur maison, mais avec des conséquences sanitaires qui s'étendent autour. C'est des nids à moustiques, etc. Et qui sont liés au fait que du fait que l'on apporte de l'eau dans la ville par les réseaux d'eau potable, que ces réseaux d'eau potable ont, et c'est partout pareil, ça l'est aussi bien ici au nord qu'au sud, des fuites, que les eaux usées sont peut-être pas intégralement évacuées, et bien finalement on recharge les nappes urbaines, celles-ci montent et vont inonder les points bas de la ville. Bon voilà, donc quelques exemples des liens entre non seulement changement climatique, mais aussi changement global et cycle de l'eau. Merci Patrick pour ces éclairages. La question donc d'Émilie Blin, donc membre d'Aqua-Valley, représentante de la baronne CITAF, c'était donc de savoir est-ce que le projet CECC inclut-il la gestion, le stockage de l'eau, que ce soit en amont, avant traitement pour potabilisation et stockage d'eau de consommation. Donc là, je laisse la parole. Oui, alors je vais répondre. Alors, globalement, non. On ne s'intéresse pas du tout à ce qui est réseau d'alimentation en eau potable, potabilisation, etc. Ce n'est pas du tout un volet sur lequel on a des compétences fortes et qui méritaient d'être valorisées dans le cadre de CECC. Donc, je vais répondre très rapidement non. Après, par extension, un volet de CECC concerne la gestion des ouvrages. Mais on est plutôt sur les barrages tels que les barrages sur le fleuve Sénégal. Donc là, on est plutôt sur du stockage de grandes quantités d'eau pour des usages variés et pas simplement pour la potabilisation. C'est aussi et surtout pour l'irrigation. Donc je dirais globalement non. On n'est pas sur ces sujets de process de l'eau et de réseau. Olivier, tu souhaites intervenir peut-être en complément ? Oui, merci. Donc, effectivement, le projet CECC, comme ça a été rappelé, est vraiment orienté plutôt sur le quantitatif et pas le qualité de l'eau, et d'où le fait qu'on ne répond pas à cette problématique. Je vais juste revenir sur un point abordé dans l'étape précédente par Patrick. On parle d'intensification des pluies. L'idée avec le projet CECC, c'est éventuellement d'avoir justement une actualisation des courbes intensité, durée, fréquence qui devrait montrer s'il y a vraiment une intensification, au moins dans la partie probabilité faible et pas de temps réduit, une translation des faisceaux IDF par rapport à ceux qui avaient été calculés, on va dire, dans fin des années 90, début des années 2000. Cette information d'une manière synthétique avec des IDF actualisés aujourd'hui permettra de donner des outils directement opérationnels aux usagers. Je n'ai pas encore vu moi-même des résultats aussi parlants et synthétiques que ça, mais ça fait partie des objectifs et des enjeux que le projet CECC pourrait apporter aux praticiens pour la période à venir.
Oui, alors, je peux compléter, hein. Je n'irai pas parler, hein, sur les aspects de translation, de quelle partie de la courbe est translatée et de comment, parce que je suis pas du tout spécialiste. Thierry Lebel ou peut-être Christophe pourrait le dire mieux que moi, mais il est clair que les courbes intensité, durée, fréquence sont modifiées par rapport non seulement enfin, entre les données de la fin du XXe siècle et les données dont on dispose aujourd'hui, il y a une translation. Donc ça, on les apportera et même on a déjà mené des actions de formation auprès de certains acteurs, notamment au Sénégal, sur sur le sujet. Et puis, un des enjeux sur lequel on travaille, c'est quelle translation aussi apporter pour le futur. Et donc, pour pouvoir, dans la mesure du possible, intégrer ce que seront les précipitations dans 30 ou 50 ans. Merci Patrick et Olivier. Avant de pouvoir donc évoquer la question de Pascal Suzoni, on peut peut-être donner la parole, voilà, dans cet esprit d'alternance à Basile Diouf. Je vous donne donc la parole si vous voulez vous présenter. Alors, merci beaucoup, M. Gerbet. Merci à tout le monde. Donc, moi, c'est Basile Diouf et je suis animateur de la plateforme sénégale du programme Solidarité Eau. Alors, merci à tous les intervenants pour la brillante communication qui les ont été servies. Alors, j'avais posé une question initiale pour savoir la corrélation qui existe entre le projet CECC et le projet PGIS, mais je pense que la présentation de M. Janssen m'a donné la réponse. Et justement, pour M. Janssen, j'ai une question. Vous avez parlé un peu du projet que vous êtes en train de mener avec l'ADM, notamment sur le SAPI dans la zone du Grand Dakar, on va dire. Et vous avez parlé principalement des plans de contingence. Alors, dans le PGIS, on parle des plans communaux de sauvegarde. Est-ce qu'il y a toujours une corrélation qui existe entre ces deux plans-là qui sont à l'échelle des communes et je pense qu'ils ont les mêmes objectifs? Est-ce que ce projet avec l'ADM ne devrait pas plutôt venir servir de continuité au PGIS au niveau communal? Avant de prendre la parole, Jérémy, juste pour rappeler, donc on se rapproche donc du temps imparti, donc si vous avez voilà, quelques minutes pour répondre, pour qu'on puisse essayer de répondre aussi aux autres questions qui restent. Donc voilà, Jérémy, vous avez la parole. Oui, moi, je vais faire court. Déjà, rappeler que le projet pour l'ADM démarre tout juste, enfin va démarrer même, puisqu'en fait on est attributaire, mais ça va démarrer dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc c'était pour illustrer l'intérêt que pourraient avoir les données du CECC pour ce projet. Ensuite, sur la question des plans de contingence, dans le cadre du PGIS, on n'a pas établi de plan communaux de sauvegarde. On est vraiment sur de l'amélioration de la connaissance des aléas, des enjeux et des risques. Et là, effectivement, dans le cadre du projet de système d'alerte, il est prévu d'établir des plans de contingence qui vont permettre de savoir très précisément, en fonction des alertes qui seront générées, quelles sont les actions vraiment concrètes sur le terrain à entreprendre pour la mise en sécurité des biens et des personnes. Merci Jérémy, j'espère que ça répond à votre question, Basile. Mais si ça répond à votre question, on peut passer donc à la question de Pascal Suzoni, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est un complément, mais il nous dit donc a priori, les essais de pompage donnent déjà une idée des limites, mais ce type de formation est compliqué pour avoir beaucoup d'eau. Ce à quoi donc Émilie Blin répond, ou du coup complète, est-ce que la récupération et stockage des eaux pluviales serait une option intéressante pour le projet CECC? Je vous laisse répondre, Patrick ou Olivier. Oui, alors je peux y répondre. On n'a pas travaillé sur ce sujet-là de la récupération des eaux pluviales dans le cadre de CECC, mais il se trouve que j'y ai travaillé dans une vie antérieure. Et si je dois donner des éléments clés, en fait, la récupération et le stockage des eaux pluviales a principalement un intérêt dans les pays où il pleut assez régulièrement. Pourquoi? Parce que ça permet de stocker la pluie d'hier pour l'utiliser demain ou après-demain. Et puis on vide la cuve et ainsi de suite. Donc on peut faire du stockage tampon avec des cuves de taille raisonnable et donc qui ne coûtent pas très cher en termes d'investissement.
Par contre, dans les régions du globe, et l'Afrique subsaharienne en est un parfait exemple, où on a une saison des pluies et puis une très longue saison sèche, ben, on n'a pas la capacité, ça coûte trop cher de vouloir dimensionner des cuves qui stockeraient toute l'eau de pluie pour s'en saisir pendant la saison sèche, pour s'en servir, pardon, pendant la saison sèche. Donc en résumé, c'est pas une technique très adaptée à l'échelle du particulier en tout cas, ou même d'une entreprise hein, dans ce type de région à climat contrasté. D'accord, merci, merci Patrick. Pas de complément. Pour rebondir un peu sur la question donc, de Sylvain Cotalorda, donc du PSO, quels scénarios ont été pris en compte? Est-ce que c'est le scénario RCP 4.5, 6, 8.5? Et donc, à quelle horizon? Ça, c'est peut-être Christophe ou Patrick ou Olivier qui pourrait répondre à cette question. Je vous laisse la parole. Je vais lever les sourcils et sortir un joker comme Christophe, je pense. Je vais dire des bêtises. Il faut aller voir sur le site web de CECC qui va amener sur le portail où il y a déjà les données. Et là, vous aurez les réponses précises. Donc, je vais taper le nom du site web CECC dans le chat. Je n'ai pas ça en tête non plus, effectivement. Je sais qu'on a dans le démonstrateur, effectivement, il y a plusieurs simulations qui correspondent à la situation présente et à l'horizon 2050, incluant bien sûr le changement climatique. Et je pense que c'est documenté, mais je l'ai pas en tête, quoi. J'en profite pour réparer un oubli. Jérémy disait tout à l'heure que les MNT étaient accessibles au Sénégal et que c'était assez remarquable. Et moi, j'ai mis le focus sur des outils IRD utilisés. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a bénéficié de beaucoup de données, notamment au niveau urbanisation, tout ce qui était SIG à Dakar, qui nous a été fourni par la DPGI, quoi. Et c'était assez remarquable de pouvoir justement utiliser toute cette information. Je ne suis pas sûr que ça existe dans toutes les villes africaines, voire européennes d'ailleurs, mais à Dakar, c'était vraiment quand même tout à fait remarquable. Et j'en profite pour remercier justement tous ceux qui nous ont fourni des données, notamment la DPGI, bien sûr. Merci Patrick et Christophe. On peut passer à la question donc d'Akima Sadi, doctorante à l'UCAD, à l'EDEC, qui s'interroge sur est-ce que le projet dispose d'un modèle ou d'un ABAC qui relie les paramètres de qualité de l'eau aux paramètres hydrauliques, comme le niveau ou le débit, afin d'identifier des seuils d'utilisation ou des indicateurs des réactifs de TTT, AEP, comme le sulfate d'aluminium ou autres réactifs? Je vous laisse donc répondre à cette question qui est très technique. Non, on n'a pas du tout travaillé sur ce genre de sujet, comme le disait aussi tout à l'heure Olivier Gillard. Traitement. Pas du tout sur les aspects traitement de l'eau et encore moins sur les relations entre qualité et quantité, qui souvent quand même sont très site spécifiques. Hein. La qualité de l'eau, comme le débit, dépend beaucoup du milieu dans lequel l'eau circule. D'accord, merci Patrick. Donc on est venu un peu au bout des questions. Je laisse la parole à Alexandre pour dire un peu les derniers éléments avant de clôturer ce webinaire. Merci à tous. Et voilà. Alexandre, tu as la parole. Merci. Juste, j'ai une question du coup pour clôturer, pour finaliser tout ça, adressée à Patrick notamment, parce que c'est une question qu'on avait pu nous poser, nous, certains acteurs. Les données, du coup, les livrables seront mis sur cette fameuse plateforme à l'issue notamment de la conférence de clôture. On formera du coup les usagers à la compréhension de cette plateforme, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, comment. La question qui m'avait été posée par le passé, c'était les données qui vont être mises dessus. Comment seront-elles entretenues dans le temps? Seront-elles mises à jour? Est-ce que du coup les projections climatiques font office de données futures ou est-ce que du coup il y aura une actualisation des bases de données et autres? Alors, dans le cadre contractuel actuel, on va bien entendu veiller à ce que le portail reste ouvert quelques années.
hein, mais on en est tous conscients, certaines informations vont rester pertinentes et d'autres vont se périmer. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de mise à jour d'ampleur de ce qui pourrait se périmer. Et effectivement, dans la partie formation, ça sera des éléments qu'on portera à connaissance en fait, hein, quelles sont les données qui sont pérennes, qui vont pouvoir durer, et puis certaines qui vont avoir un peu une durée de péremption au bout de quelques années. D'accord, merci Patrick. Bah voilà, du coup, en tout cas, merci à tous nos intervenants. Raphaël, tu voudrais compléter? Non, je voulais juste rajouter un petit élément. Moi, je rappelle juste que cette conférence internationale se déroulera au Sénégal, à Dakar, comme on a pu le dire précédemment, en novembre 2025, du 24 au 28, et que voilà, elle vise à favoriser l'appropriation des résultats par divers acteurs que vous représentez aujourd'hui, notamment sont ceux des pays partenaires. Et donc, vos retours aujourd'hui, ils sont essentiels et ils nous aideront à mieux préparer donc, cet événement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos contacts à l'écran qui s'affichent. Donc voilà, Alexandre, je te laisse clôturer. Du coup, merci à nos intervenants, merci à toi Raphaël pour cette co-animation, merci à l'équipe projet et puis merci à vous les participants qui du coup, on vous invite pour la prochaine étape du coup à Dakar en espérant que vous avoir convaincu avec ce webinaire. Et puis si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter, il y a les coordonnées dans le PowerPoint, de toute façon vous avez nos coordonnées aussi, on vous a contacté depuis. En tout cas, merci à tous, on a un petit peu débordé mais ça reste correct. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à tous, oui, Au d'être revoir. restés malgré le débordement. À bientôt. Merci à Merci, à tous. bientôt. Merci.